du Guillain-Barré. C'est un réanimateur qui a travaillé pendant des années dans une réanimation neurologique à New York et qui connaît très bien ça et qui a décrit même certaines formes particulières de syndrome de Guillain-Barré. Alors, les signes positifs qu'il faut connaître dans le Guillain-Barré que vous connaissez bien, donc c'est le déficit sensitivo-moteur ascendant, la réflexie, et souvent dans les premières heures, quand on voit les malades, quand on commence à les admettre en réanimation, ils ont plutôt l'hyporéflexie, et la réflexie survient parfois que le lendemain, le surlendemain. Comme je vous le disais déjà, 30% des Guillain-Barré, si on n'a pas d'informations supplémentaires, vont avoir besoin de ventilation mécanique et 10 à 20% sont les critères qu'on retient pour le diagnostic, vont être dysautonomes. Parmi les signes négatifs, qui sont les petites bottes secrètes pour faire le diagnostic différentiel, on va dire que le Guillain-Barré typique n'a pas de niveau sensitif et n'a pas de trouble sphinctérien quand vous le voyez initialement. S'il y a un niveau sensitif, IRM médulaire en urgence pour éliminer la myélite. Et si vous avez des troubles sphinctériens, pareil, même si vous retrouverez peut-être un tout petit peu moins souvent la myélite à l'IRM. L'autre point fondamental pour le Guillain-Barré, c'est que par définition, la phase d'extension, c'est-à-dire entre le début des symptômes neurologiques et le maximum, il faut qu'il y ait 4 semaines. Si entre le début et le maximum des symptômes neurologiques, il y a 5 semaines, il y a 6 semaines, ça ne s'appelle plus une polyradiculonévrite aiguë, et donc plus un Guillain-Barré, mais une polyradiculonévrite subaiguë. Et ça, c'est un très bon signe pour dire qu'on n'est pas devant cette origine post-infectieuse, mais qu'on a une autre pathologie. Parfois, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire une polyradiculonévrite chronique, ou d'autres choses. Mais ce critère-là est vraiment fondamental. Il faut que ce soit inférieur à 4 semaines, et c'est un critère opérationnel relativement fort et qui marche très bien. Dans les présentations cliniques, vous avez la forme classique du Guillain-Barré, donc la forme ascendante, mais il existe aussi d'autres formes. Une forme particulièrement fréquente et plus fréquente en Asie, mais qui représente quand même entre 5 et 10% en Europe, c'est le Miller-Fisher. Donc ce syndrome de Miller-Fisher, le syndrome typique, c'est une ophtalmoplégie, une ataxie des 4 membres et une aréflexie. Grâce à la description de ce syndrome, on s'est rendu compte que certains malades commençaient comme cela et au bout de quelques jours avaient une forme de Guillain-Barré qu'on appelle descendant, ou de temps en temps on appelle ça aussi des Miller-Fisher plus, parce qu'ils vont avoir l'ensemble du tableau qui va se réaliser, mais qui va commencer au niveau de la tête. Il existe d'autres formes beaucoup plus rares qui sont une forme de Guillain-Barré avec une atteinte système nerveux central et notamment du tronc qui s'appelle l'encéphalite de Bickerstaff. On en entend beaucoup parler, mais en pratique, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et une autre forme qu'il faut connaître, il y a eu un peu de buzz il y a 4-5 ans sur cette forme-là. Et finalement, on pensait qu'elles étaient peut-être plus fréquentes que ce qu'on pensait. Et probablement, il y a juste eu un buzz dû à une meilleure reconnaissance parce qu'on était capable d'identifier certains antigangliosides particuliers. C'est une forme pharyngo-cervico-brachiale. Et donc, c'est une forme dans laquelle les patients ont la tête qui tombe, des troubles de la déglutition, un déficit des membres, alors même que les membres inférieurs fonctionnent bien. Et ces formes-là peuvent aussi avoir une dysfonction diaphragmatique et exceptionnellement se retrouver en réanimation. Quand on est dans le Guillain-Barré typique, il existe 2 formes. La forme majoritaire en Europe, qui est la forme démyélinisante, qu'on connaît bien, et une forme qui est majoritaire en Asie et minoritaire en Europe, qui est la forme axonale. Mais vous avez tous très probablement, si vous avez déjà vu 3-4 Guillain-Barré, déjà vu des formes axonales motrices pures qu'on appelle des AMAN, qui sont vraiment la forme typique de la forme axonale du Guillain-Barré, celle qui existe plutôt en Asie de manière majoritaire. Maintenant, on va en venir au diagnostic différentiel. Ça permettra d'adapter et de vous parler un petit peu des autres formes de neuropathie. Quels sont les 3 principaux diagnostics différentiels? Une poliomyélite antérieure aiguë, une myélo ou une radiculite ou une myéloradiculite AVZV, un botulisme, une myélite inflammatoire, une maladie de Lyme neurologique.
Et encore 10 secondes. 70% des votants. Allez, un petit effort. Bon, on va s'arrêter là. Alors, donc, merci pour ce sondage. Donc, vous avez répondu myélite inflammatoire. Donc, sans conteste, c'est le principal diagnostic différentiel. Et donc, forcément, quand on l'évoque, il faut savoir faire une IRM et savoir si on visualise une lésion en T2 ou en flair. La deuxième et troisième diagnostics différentiels, c'est vraiment la myéloradiculite à VZV et la maladie de Lyme neurologique. La poliomyélite antérieure aiguë, c'est vraiment, comme je vous disais, historique. La plupart des êtres humains sont maintenant vaccinés. Vu la quasi-disparition de la polio, c'est vraiment un diagnostic anecdotique. Il faut garder en tête pour un cas exceptionnel une fois tous les 15 ans ou peut-être 20 ans. Voilà, mais les vrais diagnostics différentiels, vous les avez trouvés. Donc, pour les diagnostics différentiels, j'ai essayé de faire une forme un peu visuelle où la surface des ronds représente l'importance du diagnostic différentiel quand on parle, quand on est devant ce type de malade, qu'on essaie et qu'on vous propose comme pouvant avoir un Guillain-Barré. Le principal diagnostic différentiel, on l'a déjà vu, c'est une myélite et donc elle est principalement soit inflammatoire, soit infectieuse, exceptionnellement ischémique. C'est soit une radiculite à Lyme ou à VZV. Pour la radiculite à Lyme, sachez que si vous avez un patient qui se présente avec une diplégie faciale, donc une paralysie faciale bilatérale, comme un des principaux signes de son Guillain-Barré, entre parenthèses, c'est un très bon signe de Lyme et donc il faut absolument faire la sérologie de Lyme dans le sang et dans le LCR. Le VZV, c'est un diagnostic différentiel, mais vous allez avoir le diagnostic grâce à la ponction lombaire. Vous avez ensuite des diagnostics différentiels un petit peu plus rares, les rhombencéphalites, c'est-à-dire les encéphalites qui touchent plus particulièrement le tronc cérébral, qui peuvent être infectieuses ou inflammatoires, par exemple la maladie de P7, des formes particulières de l'hystéria. Quelques atteintes musculaires, donc des myosites de temps en temps, mais vous allez retomber sur le diagnostic avec des CPK très élevés ou éventuellement une rhabdomyolyse avec une insuffisance rénale qui n'arrive pas dans le Guillain-Barré. Des paralysies périodiques, donc vérifiez votre kaliémie sur votre iono initial. Et beaucoup plus rarement, la myasthénie ou le botulisme où la présentation clinique est vraiment différente. Si on réfléchit maintenant vraiment sur les diagnostics différentiels des neuropathies et du coup sur les formes cliniques et aux examens complémentaires. Si on est dans ce qu'on appelle une polyradiculonévrite, vous avez une atteinte des racines et des nerfs. Le diagnostic différentiel, c'est de la polyradiculonévrite chronique. Et donc, c'est là toute l'importance d'être sûr qu'entre le début et le maximum, vous avez moins de 4 semaines. Si vous avez 6 semaines, vous avez de fortes chances que ce soit une première poussée un peu grave de polyradiculonévrite chronique, même si d'habitude, les polyradiculonévrites chroniques épargnent un petit peu les muscles respiratoires et plutôt les muscles de la face. Vous pouvez aussi avoir des exceptionnelles neuropathies du diabète qui se présentent de manière aiguë comme des polyradiculonévrites avec une vraie démyélinisation à l'EMG. Et ça, c'est notamment le cas si vous avez des diabétiques qui étaient très mal équilibrés et qui soudainement tombent sur un diabétologue qui a envie de faire bien et qui baisse brutalement l'hémoglobine glyquée, qui corrige trop vite le diabète. C'est une cause de décompensation un petit peu aiguë et ça peut donner des formes rares exceptionnellement. Pareil pour la neuropathie alcoolique, vous avez des formes de neuropathie alcoolique qui peuvent se présenter de manière aiguë sous un tableau qui ressemble fort à un syndrome de Guillain-Barré. Et ensuite, vous avez d'autres formes de polyradiculonévrie secondaire, sarcoïdose, des hémopathies malignes, avec notamment le POMS qui donne des neuropathies démyélinisantes, mais aussi certains médicaments sont capables d'engendrer une atteinte d'immune démyélinisante. Dans ce cadre-là,
vous allez retrouver aux examens complémentaires les choses typiques du Guillain-Barré. Donc, ça va être un peu compliqué parce que vous allez retrouver la dissociation albuminocytologique et la démyélinisation caractéristique à l'électromyogramme. Pour ce qui est des neuropathies longueur dépendantes, vous pouvez, devant une forme plus axonale, cette fois-ci à l'électromyogramme, vous retrouver devant des diagnostics différentiels infectieux, la diphtérie, le West Nile, l'entérovirus, choses qui sont exceptionnelles. Des neuropathies toxiques, là encore, très rares, arsenic, thallium, des neuropathies carentielles avec des carences en B12 sur des birmères ou des carences d'apport, plus rarement sur des carences de folate ou de B1, des formes génétiques, porphyrie ou des charcot-marie-Tooth, mais également parfois, selon le contexte, des neuromyopathies de réanimation si votre neuropathie survient alors que le patient est déjà en réanimation. Là, dans ce cadre-là, l'électromyogramme sera le plus souvent axonal. S'il y a une nette prédominance motrice ou s'il est exclusivement pathologique sur les nerfs moteurs, il faut évoquer une intoxication au plomb, à l'arsenic, la porphyrie, la diphtérie ou le West Nile. Là, l'APL peut être normale si c'est carentiel, toxique ou génétique, mais ça peut montrer une méningite si vous êtes dans le cadre d'une infection. Concernant les examens complémentaires maintenant du Guillain-Barré, voici la question que je vous pose. Quels sont les examens complémentaires intéressants dans le Guillain-Barré? Donc, une ponction lombaire normale élimine le diagnostic. L'EMG peut être normal s'il est réalisé précocement. Les sérologies infectieuses sont indispensables pour le diagnostic. Le dosage des antigangliosides permet d'affirmer le diagnostic. Et dernière proposition, le diagnostic est le plus souvent purement clinique initialement. Allez, encore 20 secondes. Vous êtes plus de 60% à avoir voté. Nicolas, pour information, ils sont 57 à t'écouter. Super. Allez, 5 secondes. Voilà, on atteint les 80% de participation. Je ferme le vote. Donc, merci à tous. Donc, on va revoir les différents points là sur la diapo suivante, mais effectivement, une ponction normale n'élimine absolument pas le diagnostic. L'EMG peut être normal s'il est fait précocement, vous avez raison également. Les sérologies infectieuses sont indispensables au diagnostic? Non, vous savez que finalement, vous allez demander des sérologies si vous les demandez, habitude de service principalement, et vous aurez une réponse dans 3, 4, 5, 6 semaines, et votre patient sera de temps en temps déjà extubé et en centre de rééducation. Le dosage des antigangliosides permet d'affirmer le diagnostic. La réponse est plutôt oui, mais a posteriori. Donc, on va y revenir, mais c'est sûrement intéressant dans certains cas. Le diagnostic est le plus souvent purement clinique initialement, et ça, c'est vrai. Donc, pour faire le diagnostic, la ponction lombaire, oui, il faut la faire, et à l'heure actuelle, c'est principalement intéressant pour les diagnostics différentiels qu'on a évoqués, le Lyme, le VZV ou une autre infection, ou même une myélite, si elle est infectieuse ou inflammatoire, a de fortes chances d'être pathologique si on est en dehors de la sclérose en plaques. Et donc, la ponction lombaire, c'est principalement pour le diagnostic différentiel. Mais si on regarde quels sont les signes en faveur du Guillain-Barré, c'est le signe et la description initiale en 1916, c'est la dissociation albuminocytologique. Ça veut dire que c'est une hyperprotéinorachie qui était et qui est de l'albumine si on le regardait, sans cellules. Et quand on dit sans cellules, c'est par définition inférieur de 10 cellules par millimètre cube. Et donc, pour les ponctions lombaires dans le Guillain-Barré, on sait qu'une sur deux va être normale dans la première semaine.
Une question qu'on pose souvent quand on appelle dans le service pour des avis, c'est si la première ponction lombaire était normale et que le diagnostic de Guillain-Barré semble avéré, est-ce qu'il est utile de refaire la ponction lombaire? La réponse est non, à part de documenter l'hyperprotéinorachie, mais la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire si la première était normale. Le deuxième examen, c'est l'électromyogramme. Et l'électromyogramme va nous donner des informations intéressantes. Donc, il peut être normal, mais il est souvent normal pendant beaucoup moins de temps que la ponction lombaire. On va dire pendant 2-3 jours, il peut être normal et souvent après, il va pouvoir montrer des anomalies, même minimes. Et souvent, l'électromyographiste va vous suggérer de refaire un électromyogramme une semaine après pour affirmer le diagnostic si les symptômes étaient très modérés. Alors, il peut vous montrer cet électromyogramme soit une démyélinisation, soit une atteinte axonale. Si vous avez une démyélinisation, vous allez avoir un ralentissement des vitesses de conduction, des blocs de conduction, l'augmentation des latences et l'augmentation de ce qu'on appelle les ondes F. En pratique, le ralentissement des vitesses, c'est logique. La vitesse d'un nerf est dépendante de l'importance de sa myélinisation en épaisseur. Donc, moins vous avez myéline, plus la vitesse diminue. Les blocs de conduction, c'est quelque chose de très important parce que ça vous signe votre démyélinisation. Et donc là, pour le diagnostic et le diagnostic différentiel, c'est très important la présence de ces blocs de conduction. L'atteinte axonale, elle, va être mise en évidence par une baisse des amplitudes motrices, donc des potentiels d'action. Votre axone est malade et donc, en fait, le courant électrique qui va être capable de propager est moindre que la normale. Enfin, dans les diagnostics dans les autres examens, biologie et imagerie, comme je vous disais, les antigangliosides, c'est assez intéressant en fait a posteriori. De temps en temps, chez des malades qui ont fait des Guillain-Barré qui paraîtraient typiques, on récupère juste un compte-rendu et 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans après, il y a un nouvel épisode neurologique. Et donc, dans les antécédents, il y a syndrome de Guillain-Barré. Et là, se pose forcément un problème qui est de se dire, est-ce que ce diagnostic était le bon ou est-ce que c'était un autre diagnostic? Et dans ce cadre-là, parfois, avoir la positivité des antigangliosides permet de nous dire que le tableau clinique neurologique d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années, correspondait bien à un syndrome de Guillain-Barré. Il faut savoir quand même que les antigangliosides sont aussi positifs dans certaines polyradiculonévrites chroniques, mais donc là aussi, ça peut nous aider parce que le profil est un petit peu différent, mais c'est a posteriori. C'est pour ça que c'est probablement intéressant de les faire. La sérologie VIH, on la réalise de manière systématique et donc une séroconversion VIH aura plutôt tendance à donner une polyradiculonévrite subaiguë, donc plutôt 5-6 semaines d'évolution, mais ça peut donner quelque chose qui ressemble. La sérologie de Lyme, on en a déjà parlé. Il est intéressant de faire le bilan de base d'une neuropathie qui est l'électrophorèse des protéines, l'immunoélectrophorèse des protéines plasmatiques, les dosages de B12 et de folate. Et donc, dans le LCR, on en a parlé, la PCR-VZV et la sérologie de Lyme. Nous, on l'a fait de manière systématique dans le service. L'IRM médulaire, au moindre doute, comme on en a déjà parlé, c'est-à-dire troubles sphinctériens au premier plan ou un niveau sensitif à l'examen clinique. Et donc, il ne faut pas attendre l'anomalie sur un examen complémentaire pour confirmer votre diagnostic et donc, a priori, débuter le traitement. Donc, notre malade, à l'examen, a une tétraparésie flasque. Il ne peut pas lever sa tête du lit. Il a une toux inefficace. Ces gaz du sang, vous le voyez, sous oxygène, on retrouve une petite AO2 à 345, une PCO2 à 34, les bicars sont à 20. La ponction lombaire est normale. L'électromyogramme, c'est le vendredi après-midi que vous avez pris votre malade et donc rien n'est possible avant 3 jours et votre radio pulmonaire est normale. Est-ce qu'il faut intuber ce malade et est-ce qu'il présente des signes de gravité au niveau respiratoire?
Si on regarde ce qu'on trouve dans la littérature, vous avez tout d'abord ce papier qui est un papier d'Elko Vijdix de la Mayo Clinic qui a une réanimation neurologique assez conséquente à Rochester dans le Minnesota et qui avait fait ce papier rétrospectif pour évaluer le moment d'intuber les malades. Bon, les conclusions sont un peu décevantes. Il vaut mieux être intubé trop tôt que trop tard. Et si on vous intube précocement, peut-être qu'on diminue le risque d'avoir un sevrage prolongé et que probablement, si on vous intube avant que vous fassiez l'arrêt cardiaque hypoxique ou l'arrêt cardiaque sur la dysautonomie, c'est mieux en termes de pronostic. Bon, ça ne nous informe pas de grand-chose. Si on passe ensuite à un autre article que j'aime particulièrement bien, qui est de l'équipe et du groupe français qui a étudié beaucoup l'effet des plasmaphérèses et donc l'équipe de la réanimation polyvalente de l'hôpital de Garches, signé en premier auteur par Tarek Charchar. Ils ont pris de manière rétrospective l'ensemble des données de leur registre multicentrique. Ça permettait d'avoir 722 malades tout de même. Et je vous présente ici juste en multivarié les facteurs qui étaient associés au recours à la ventilation mécanique. Et vous voyez que le fait d'avoir un Guillain-Barré dont les symptômes évoluent vite, entre le début des symptômes et l'admission en réa de moins de 7 jours, c'était 5 fois plus de risque de finir intubé ventilé. Un autre élément facilement reconnaissable, c'est l'impossibilité de lever la tête du lit. 5 fois plus de chances de finir intubé ventilé si vous aviez ce signe clinique-là. Si vous avez la possibilité de faire une capacité vitale, ce qui était faisable, vous voyez que dans moins d'un tiers des malades, une valeur inférieure à 60% de la valeur prédite était associée à 3 fois plus de chances d'être ventilé mécaniquement. Ceci, grossièrement, a été reproduit par une autre étude. Et ici, je vous présente une étude signée par Valgaard et collaborateurs, qui est le groupe du centre Erasme à Rotterdam. Il faut savoir que la Hollande étant un petit pays, l'ensemble des cas de Guillain-Barré sont centralisés sur le centre Erasme à Rotterdam. Et donc, ils ont une grande expérience et une vision assez juste de l'épidémiologie du syndrome de Guillain-Barré. Et donc, cette équipe propose un score qu'ils ont appelé le score EGRIS pour Erasmus. Et ce score tient compte de la gravité neurologique et notamment du score MRC, qui est le score moteur, qui va de 0 à 60. 0, je ne bouge pas du tout, sur plusieurs groupes musculaires, qui est assez standardisé, que vous pouvez demander, si vous ne savez pas le faire, à récupérer une feuille d'évaluation ou demander à vos kinés de l'évaluer. Le délai entre le début des symptômes et l'hospitalisation, là encore, le même paramètre que l'étude précédente, et l'existence de faiblesse des muscles axiaux ou des muscles bulbaires, donc un paramètre qui ressemble assez à l'impossibilité de lever la tête du lit. Et vous voyez ici, vous voyez la probabilité de se retrouver intubé ventilé augmente avec l'augmentation du score EGRIS. Et donc, si vous avez un score entre 0 et 2, vous n'avez que 4% de chances de finir intubé ventilé. Mais si vous avez 5 ou 7 de score, vous retrouvez avec 65% de chances d'être intubé ventilé. Et donc, vous voyez que si vous êtes tétraparétique et que vous êtes soit à 3, soit à 4 et que vous avez commencé vos symptômes il y a moins de 3 jours et que vous vous retrouvez déjà en réa, vous êtes déjà à ce niveau-là et donc vous avez presque 2 tiers de chances de vous retrouver intubé ventilé. Alors en pratique, si on combine les données qu'on a dans la littérature, je dirais que plus votre déficit moteur est important, plus vous avez de chances de finir intubé ventilé. Le délai entre le début des symptômes, s'il est inférieur à 7 jours, et encore plus s'il est inférieur à 3 jours, c'est un risque important d'être intubé ventilé. Si votre capacité vitale est inférieure à 30 ml/kg ou inférieure à 60% de la théorique, si vous l'avez, si le patient est incapable de lever les coudes et encore plus de lever la tête du lit, le plus souvent son diaphragme est dans le même état.
Et enfin, si vous avez des troubles de la déglutition majeurs et que vous n'avez pas de toux efficace, si vous avez ces différents critères, c'est le moment d'avoir recours à la ventilation mécanique et de faire ça calmement plutôt que d'intuber le patient en catastrophe sur son arrêt respiratoire. Alors, chez ce malade-là, vous voyez que la tétraparésie était flasque, il ne pouvait pas lever la tête du lit, il avait une toux hémiphékiace, il est arrivé avant 7 jours en hospitalisation. On va avoir recours à la ventilation mécanique et donc on va l'intuber. Maintenant qu'il est intubé ventilé, va se poser la question: quel va être le traitement spécifique du syndrome de Guillain-Barré? Donc, dans les propositions, il y a des bolus de corticostéroïdes type Solu-Médrol, des immunoglobulines intraveineuses à la dose de 2 grammes kg, des échanges plasmatiques au plasma frais congelé, des antalgiques, une prévention des complications de décubitus. Allez, encore 10 secondes, 80% de votants. Allez, pour les 11 derniers. Bon, on va s'arrêter à 1 minute. Donc, merci à tous. Donc, dans les traitements, il y a quand même 30% qui donnent des bolus de corticostéroïdes. Donc, je vais essayer de vous montrer tout à l'heure pourquoi c'est une mauvaise idée. Des immunoglobulines, vous êtes quasiment tous d'accord, parfait. Des échanges plasmatiques, un peu moins de 2/3. Donc attention, il y avait un petit piège. C'est des échanges plasmatiques à l'albumine dans le Guillain-Barré, pas au plasma frais congelé. Des antalgiques, oui, parce qu'ils ont souvent extrêmement mal. Et prévention des complications de décubitus, oui, de manière indispensable. On va un tout petit peu y revenir. Mais sachez que de temps en temps, on nous demande d'évaluer à distance des syndromes de Guillain-Barré. Et quand les patients ont été en réanimation pendant 3, 4, 5, 6, 7 mois, voire plus parfois, et qu'ils ont tout récupéré au niveau neurologique et qu'ils ont juste leur vie qui est un petit peu gâchée à cause d'un gros escar ou de ténotomie qu'il faut faire de manière itérative, c'est un petit peu dommage et d'où l'importance des complications de décubitus et notamment de l'installation. Alors, les échanges plasmatiques ou les immunoglobulines. Donc, l'indication, c'est le traitement de référence pour le syndrome de Guillain-Barré. Les indications, c'est la phase d'extension. Donc, il n'y a pas lieu de traiter quand le patient s'améliore. C'est les formes avec atteinte motrice, car les essais randomisés contrôlés qui ont été réalisés montraient que la gêne, c'était le handicap et la reprise de la marche à 4 semaines, ce qui explique que, outre-Manche, les formes de Guillain-Barré uniquement sensitifs, même les formes ataxiques qui ne marchent pas, sont le plus souvent pas traités avec de l'immunothérapie, ce qui n'est pas le cas en France. Et ça pose justement donc cette question, faut-il traiter les formes purement sensitives? Si c'est juste des paresthésies pas importantes, non. Si c'est des formes très invalidantes, la réponse est probablement oui. Alors, je vous montre ici les méta-analyses sur tout d'abord le traitement par les échanges plasmatiques dans ce très bon article de Hughes qui est là dans Brain, et vous retrouvez la même méta-analyse dans une revue Cochrane par le même auteur. En fait, les échanges plasmatiques, c'est vraiment le traitement historique de référence du Guillain-Barré. Ça a commencé dans les milieux des années 80. Et donc, les différents protocoles, c'était un échange plasmatique tous les 2 jours sur 2 semaines. On échangeait une masse 5 de masse sanguine et la substitution était à l'albumine. Et vous voyez ici qu'on est en faveur du traitement de ce côté, en faveur du contrôle. Vous voyez qu'en dehors de l'étude initiale, les autres études, et notamment les études randomisées contrôlées françaises, sont toutes positives et vont toutes en faveur du bénéfice du traitement pour la reprise de la marche à 4 semaines.
Les immunoglobulines sont apparues, eux, plutôt début des années 90 et vous voyez là encore sur le résultat de cette méta-analyse. Alors attention, vous pouvez dire « Ah tiens, mais il n'y a rien qui sort ». Faut juste se méfier parce que ici, le comparateur, c'est échange plasmatique. Et donc, de ce côté, vous êtes en faveur des immunoglobulines. Ici, vous êtes en faveur des échanges plasmatiques. On a, dans les années 90, comparé les immunoglobulines contre le traitement de référence, les échanges plasmatiques, et pas contre placebo. Dans les études, on faisait 0,4 g/kg IV pendant 3 jours quand les patients étaient capables de se mettre debout et 5 jours quand ils étaient plus capables de se mettre debout, ce qui aboutit aux 2 g/kg. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, retenez le 2 g/kg sur 3 à 5 jours. Et donc, comme vous le voyez ici, entre immunoglobuline et échange plasmatique, il n'y a pas de différence. Et donc, en pratique, la plupart des équipes ont switché en première intention aux immunoglobulines intraveineuses parce que plus facile, et elles sont souvent débutées aux urgences ou dans le service de neurologie ou de médecine interne avant d'arriver chez nous en réanimation. Pour ce qui est des autres traitements immunosuppresseurs et notamment des corticoïdes, vous voyez là encore une méta-analyse, toujours du même article, en faveur des stéroïdes de ce côté-là, en faveur du contrôle de l'autre. Et vous voyez que finalement, si on regarde les études ayant utilisé des corticostéroïdes oraux, on est plutôt en faveur du contrôle. Si on reprend que les études ayant testé des formes IV, on est plutôt en faveur de pas d'effet, ce qui aboutit à l'absence d'effet des corticostéroïdes dans le Guillain-Barré et peut-être même l'aggravation, ce qui a été confirmé, cette aggravation des Guillain-Barré par des corticoïdes en aigu par plusieurs séries un petit peu prospectives ou rétrospectives. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas des corticostéroïdes alors qu'on en fait dans les polyradiculonévrites chroniques. Est-ce qu'on peut proposer autre chose et de plus moderne? Donc, vous avez ici une étude randomisée contrôlée qui est sortie en 2018 dans Lancet Neurology, où ils testaient l'éculizumab, donc un anti-C5 complément que vous connaissez. Voici le flowchart. C'était une étude avec un petit nombre de patients, 36 malades éligibles, 35 qui vont être randomisés, 23 dans le groupe eculizumab et 12 dans le bras placebo. C'était tous des Guillain-Barré ne pouvant pas marcher, pas forcément en réanimation. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'on leur a donné des immunoglobulines pendant 4 semaines dans les deux groupes et qu'on a comparé eculizumab 900 mg contre placebo et on prenait un critère de jugement classique qui est la marche indépendante à 4 semaines. Le résultat, c'est que la marche indépendante à 4 semaines est un petit peu plus importante en proportion 61% contre 45% dans le groupe eculizumab, mais cette différence était non significative. Et dans les effets indésirables rapportés, il y en a 3, anaphylaxie, hémorragie et abcès cérébraux dans le groupe eculizumab et dépression dans le groupe placebo. Aussi, pour l'instant, il n'y a pas d'indication à faire de l'eculizumab dans le Guillain-Barré, mais il y a d'autres études, notamment sur des modèles animaux, qui continuent de montrer que c'est peut-être une thérapie intéressante dans l'avenir, mais le positionnement n'est pas du tout clair. Donc revenons-en à notre malade. Monsieur S va être traité par 0,4 g/kg pendant 5 jours IV. Il n'était plus capable de se mettre debout et donc c'est une dose totale de 140 grammes sur 5 jours. Comme traitement symptomatique, il va avoir donc la ventilation mécanique, on en a déjà parlé, la prévention des complications de décubitus, avec notamment la prévention de la maladie thromboembolique, la prévention des positions visqueuses et des escarres. Le traitement antalgique, si vous êtes dans une forme de Guillain-Barré sensitivomoteur démyélinisant, c'est des personnes qui peuvent avoir extrêmement mal et le traitement est extrêmement difficile. Ils sont souvent résistants à la plupart des antalgiques, que ce soit des antalgiques de palier 1, 2 ou 3. Et souvent, des associations médicamenteuses sont nécessaires et même les médicaments contre les douleurs neuropathiques type carbamazépine, type amitriptyline ou gabapentine sont
peu efficace chez ces malades. Parfois, dans les formes sévères, ça nous arrive d'utiliser par exemple les patchs de lidocaïne 5% en association avec tout le reste pour essayer de soulager les malades. Enfin, il faut se méfier de l'iluéus fonctionnel qui est particulièrement fréquent chez les Guillain-Barré et notamment chez les plus sévères qui ont de la dysautonomie. Et parfois, c'est un des seuls signes bien criants de la dysautonomie auquel il faut faire attention et qui parfois est difficile à gérer en réanimation. Donc, ce patient a récupéré de manière complète à 1 an. Il avait fait 6 semaines de réanimation et 3 mois en rééducation. Pour finir, on va un tout petit peu parler du sevrage ventilatoire et je vais vous poser la question quand et comment gérer le sevrage ventilatoire chez les patients atteints d'un syndrome de Guillain-Barré. Les épreuves de pièce en T doivent être réalisées dès la fin des perfusions d'immunoglobulines. La trachéostomie est souvent réalisée. Les épreuves en pièce en T sont supérieures aux épreuves de ZIP. Des durées prolongées sont nécessaires pour les épreuves de sevrage. De nombreuses incertitudes existent quant à la gestion du sevrage chez ces malades. Allez, encore 15 secondes. 80% de votants. 5 secondes. OK, allez, on s'arrête là. Donc, merci de votre participation et donc vous avez bien trouvé l'excellente réponse qui est que de nombreuses incertitudes existent quant à la gestion du sevrage chez ces malades. Les équipes qui font beaucoup de patients Guillain-Barré en réanimation sont simplement d'accord que les durées de sevrage doivent être prolongées et on réalise souvent des trachéotomies, mais le reste, c'est des zones d'ombre importantes. Et donc, je vais juste vous essayer de vous en dire quelques mots. Alors, le sevrage, il y a un petit peu de données sur quand le débuter. Donc, clairement, pas juste après les immunoglobulines, ça va dépendre de l'état clinique de votre malade. Donc, il y a des gens qui estiment la capacité vitale. Et donc, quand la capacité vitale est supérieure à 15 ml/kg, c'est un bon moment pour commencer le sevrage. Sinon, si vous êtes capable d'estimer les pressions inspiratoires maximum, quand le patient est capable d'exercer des pressions inspiratoires supérieures à 20 cm d'eau, c'est probablement également un bon moment pour commencer le sevrage et dans tous les cas, quand les gaz du sang sont normaux. En pratique, on va dire que par expérience, dans le service, on commence le sevrage ventilatoire quand les patients sont capables de lever la tête du lit et quand ils commencent à ébaucher la possibilité de lever les coudes du lit et très rarement avant. En termes de modalités, est-ce qu'il faut faire du T-tube, de la VSZ, quelles sont les modalités de sevrage? En pratique, on n'en sait vraiment rien. Du coup, il y a un petit peu de travail de recherche dans ce cadre-là. Vous avez par exemple ici un protocole qui vous montre que tout simplement, on en est au stade de faire des protocoles pour des revues systématiques pour le sevrage du patient neuromusculaire, mais on n'est pas encore vraiment à tester vraiment des stratégies chez ces malades-là qui ne sont pas forcément très nombreux en dehors des centres experts. Donc, chez ce malade-là, on a réalisé ce qu'on fait, nous, d'habitude dans le service, des épreuves de tubes en T longues, ballonnées, dégonflées. Ça permet de voir un petit peu s'ils sont capables d'avaler leur salive. Et on les branche souvent le matin, on les rebranche vers 18h, 20h le soir. Il faut que l'épreuve soit réussie cliniquement et que le gaz du sang, et notamment la PCO2, soit normal. Et le plus souvent, on rebranche et on remet le patient sous ventilation mécanique pour l'extuber le lendemain pour pouvoir bénéficier de l'aide du kiné.
On utilise aussi souvent, notamment chez les patients qui ont quelques troubles de la déglutition, mais qui au niveau respiratoire sont pas mal et qui ont une hypersalivation, ces canules un peu particulières, vous connaissez peut-être, qui s'appelle la canule de Young-Cower. Il y a un petit bouton là, et donc en fait, le malade, s'il est capable de bouger les bras, peut s'aspirer lui-même dans la bouche. Et donc, de temps en temps, chez des gens qui sont avec des troubles de la déglutition et une hypersalivation, premier plan, ça peut être intéressant pour réussir le sevrage. Mais effectivement, on manque un peu de recul pour savoir si ces stratégies-là sont efficaces ou pas scientifiquement. En conclusion, vous avez vu que le diagnostic de syndrome de Guillain-Barré repose principalement sur le contexte. On va réaliser l'électromyogramme dès qu'on peut, on va réaliser la ponction lombaire, notamment pour le diagnostic différentiel, mais on va la plupart du temps traiter les malades bien avant d'avoir une quelconque confirmation. Quand recourir à la ventilation mécanique de manière simple chez un patient qui n'est pas capable de lever la tête du lit, chez quelqu'un où entre le début des symptômes et l'arrivée en hospitalisation / en réanimation, il y a moins de 7 jours, et encore plus si sa toux est inefficace. Le traitement, c'est immunoglobuline intraveineuse ou échange plasmatique à l'albumine, et la plupart du temps, la récupération est excellente et il arrive vraiment exceptionnellement sur des formes axonales, souvent axonales motrices avec une durée de réanimation très longue, qu'il puisse y avoir quelques séquelles. Et ces séquelles-là sont souvent des choses qui ne gênent pas forcément l'autonomie du malade. Ça peut être quelques rétractions, une petite amyotrophie au niveau des pieds, parfois des mains, et également des paresthésies résiduelles des extrémités. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va pouvoir passer à vos questions. Et je vous mets juste en fond là une petite slide résumée de ce que je vous ai dit. Merci. Eh bien, Nicolas, un très grand merci. On va tout de suite passer au stade des questions puisqu'on avait trois questions qui sont arrivées. La première de Fabrice Labbé, qui posait la question: y a-t-il un intérêt au dosage de l'anticorps antiganglioside sur le LCR, demandé une fois lors d'une suspicion de Guillain-Barré? À ma connaissance, non. Toutes les recherches d'antigangliosides qu'on fait communément devant les syndromes de Guillain-Barré et les neuropathies dysimmunes, c'est des gangliosides juste dans le sang. Donc, c'est finalement assez simple et le résultat, vous l'avez en 2 semaines, en général plutôt 3, uniquement dans le sang. Ok, une deuxième question cette fois sur le traitement. Que faire devant une AMAN réfractaire au traitement par IgIV et 2 échanges plasmatiques? En pratique, c'est une très bonne question. Elle est d'actualité. Le problème, c'est qu'elle est d'actualité depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives, notamment par les Hollandais du centre Erasme, d'inclure des Guillain-Barré, on va dire, réfractaires au traitement. Et on ne sait pas trop s'ils sont réfractaires au traitement, mais qui restent très sévères, intubés, ventilés, ne bougeant plus du tout, au-delà de quelques mois. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée scientifique pour dire qu'il faut faire un autre traitement. En pratique, le traitement du Guillain-Barré a pour but de casser toute la cascade immunitaire qui lèse le nerf. Une fois que votre nerf est lésé et détruit, notamment dans les formes axonales, il lui faut le temps de repousser. On dit classiquement qu'il faut 1 mois pour faire repousser 1 millimètre. Donc vous imaginez bien que devant une AMAN où de temps en temps sur l'électromyogramme on vous dit il n'y a plus de réponse axonale, il y a des NO pour non obtenus, et ça sur 3-4 électromyogrammes fait à chaque fois 3 mois d'intervalle, il va vous falloir 15-18 mois avant que le patient récupère. Et donc dans ce cadre-là, on fait souvent des électromyogrammes au bout de quelques semaines. Si on trouve un signe d'activité de la maladie, par exemple des blocs de conduction, des choses comme ça, de temps en temps on retraite, mais la plupart du temps, le traitement initial suffit. Et ensuite, c'est les mesures symptomatiques de réanimation qu'il faut poursuivre.
Et la question est des fois difficile parce que ça peut durer très longtemps. Et donc, on a tendance à poursuivre tant qu'il n'y a pas de signe de mauvais pronostic à l'électromyogramme, qui serait de la fibrillation dans l'ensemble des muscles, qui signerait que finalement le nerf ne va pas repousser. Ok, une troisième question de Maëva Le Goïc. Bonjour, l'évaluation clinique ne suffit pas pour apprécier la tolérance des épreuves de sevrage ventilatoire. Il vaut mieux y ajouter des gaz du sang. C'est une question, hein, pas une affirmation sur le dernier point. Est-ce que l'importance des gaz du sang pour évaluer l'échec ou pas d'épreuves de sevrage ventilatoire? Oui, c'est plus sûr, parce qu'en pratique, c'est un petit peu comme dans l'asthme aigu grave, où en pratique, une capnie déjà à 43, 44 chez un Guillain-Barré qui est resté un peu longtemps et qui finalement fait pas si mal, c'est probablement pas si bien que ça, et que du coup, il faut vraiment avoir une normocapnie parfaite pour avoir un maximum de chances de l'extuber. Voilà. Mais après, ça peut se discuter. Ça va dépendre aussi de votre Guillain-Barré, hein. Vous avez de temps en temps les Guillain-Barré vraiment typiques ou qui sont ventilés pendant 15 jours ou 3 semaines dans votre réa, où vraiment ils ont tout récupéré, ils bougent la tête nickel, ils bougent les bras. Le gaz du sang est peut-être superflu, mais voilà, dès qu'ils sont un petit peu plus sévères, on a tendance, nous, à rajouter des gaz du sang. CO2 peut être fait sur un gaz veineux éventuellement. Ça, c'est un élément important qui me tient à cœur. Effectivement, c'est la capnie et le pH qui t'intéressent plus que la PO2 qui n'a pas de pertinence particulière. Donc, c'est important. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la pertinence des gaz du sang veineux qui sont beaucoup moins douloureux et qui apportent l'information suffisante pour ces malades. C'est quand même un élément important. Kada, un commentaire ou une finalisation de la session. Un grand merci à Nicolas Weiss. Kada, je te laisse la main. Peut-être un petit souci de son. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne les vois pas apparaître. Je ne vois pas de gens qui lèvent la main. Donc, on va clore la session. Nicolas Weiss, un super grand merci pour ce topo extrêmement pédagogique, très clair et très utile, je crois. Des merci qui arrivent dans le chat. Eh bien, c'était une première session absolument remarquable des webinaires hebdomadaires. Vous m'entendez? Oui, Kada. Ah, non, je voulais juste remercier Nicolas parce que c'était très clair et très instructif. Et j'avais juste une petite question. C'était dans le suivi, après traitement, vous faites un suivi clinique, EMG, score neuromusculaire. Qu'est-ce que vous faites? Juste cette petite question. Nous, on fait des scores cliniques. Si vous avez des kinés motivés, ça peut être bien de les impliquer pour qu'ils fassent un score MRC. Et c'est une pathologie d'évolution souvent lente, donc une fois tous les 15 jours, où ça peut probablement suffire. Et on va dire classiquement, le MG de contrôle, c'est souvent plutôt une fois que le patient est sorti de réanimation, en dehors de ces cas gravissimes des AMAN réfractaires dont on a parlé. Merci bien. Je te laisse finir, Damien. Oui, alors donc encore une fois, un grand merci. Et les merci sont relayés sur le question et le chat. Pour tous les internes, donc ce sera un programme hebdomadaire les mardis de 19h à 20h, qui seront un programme qui va être complémentaire des enseignements nationaux. Donc, il n'y aura pas de redite par rapport aux enseignements présentiels, qu'on va être un petit peu, pour les raisons sanitaires que vous connaissez, obligé de réduire un petit peu. Donc, c'est le programme des webinars et des enseignements présentiels à la Maison de la Réanimation, avenue Claude Velfaux, sont parfaitement complémentaires. Ces webinars vont se maintenir toute l'année le mardi de 19h à 20h. Ce sera le même lien une fois que vous êtes inscrit. Eh bien, vous pouvez vous connecter. Pour information, la semaine prochaine, il y a le e-congrès de la SRLF. Donc, bien évidemment, nous ne mettons pas, on va dire, un webinar concurrentiel au moment où la SRLF fait un e-congrès sur le Covid. On vous invite à vous y inscrire. C'est une inscription gratuite. Il y aura beaucoup de sujets extrêmement intéressants. C'est toute la journée, mais vous pouvez vous inscrire et participer aux sessions auxquelles vous pouvez, pendant lesquelles vous pouvez vous libérer.
Voilà, et ça reprend donc dans 14 jours. Le programme vous sera transmis de manière régulière par le conseil d'administration du Collège des enseignants de médecine intensive réanimation, où il y a une nouvelle élection et donc un nouveau bureau et une nouvelle organisation. Et donc, on va essayer de communiquer avec vous au plus proche. Et donc, je remercie une dernière fois Nicolas Weiss pour la qualité très habituelle de ces topos, et c'est un peu pour ça qu'on voulait commencer cette année avec lui, parce on sait à chaque fois la qualité de ces topos. Un sujet très pertinent. Je réponds à un spectateur anonyme qui nous remercie et qui demande si les webinars sont enregistrés afin de pouvoir les revisionner de nouveau. C'est un choix que je qualifierais de choix éditorial. Les diaporamas et les sessions en visio ne seront pas mises en ligne, non pas uniquement pour des problèmes techniques, même si ce sont des problèmes techniques modérés, mais on souhaite une participation active, et l'idée est vraiment de se faire de cette session du mardi 19h notre petite messe du sémir hebdomadaire, et qu'on s'y retrouve chaque semaine tous ensemble, et qu'on sait malheureusement, et croyez-en ma longue expérience sur la pédagogie, on sait que si on les met à disposition, il y aura moins de monde et donc moins de présence et moins d'interaction, et on essaye de maintenir cette interaction. Donc le choix a été collégial, et a été de dire qu'on ne mettait pas en ligne ces enseignements, et qu'il fallait être présent de manière régulière le mardi, donc de manière très précise à 19h, globalement hors vacances scolaires et hors événements comme le e-congrès de la SRLF de la semaine prochaine. Voilà, donc on vous remercie, on remercie Nicolas Weiss, et puis eh bien, à très bientôt dans 14 jours pour le prochain webinaire. Merci à tous. Bonne soirée.